Voilà, il y avait une demande pour les logos tout à l'heure. Donc là, vous avez une demande pour les logos. Donc vous voyez, c'était en fait une très grande équipe. Alors le premier point important qui est très peu connu, c'est qu'en fait, Garros, qui est né, c'est un réunionnais, hein, donc il a été envoyé pour ses études secondaires en France, à Stanislas Paris. Et puis, eh bien, le garçon des îles est tombé très gravement malade, hein, il n'a pas supporté le climat, bronchopneumonie, à l'époque on en avait, pratiquement. Donc il était condamné. Et c'était l'époque également où on commençait à soigner les gens en les envoyant dans le sud-est de la France. Alors, ça tombait bien parce que Stanislas Paris avait une annexe Stanislas Cannes. Là aussi, il y a des gens qui prétendent qu'il y a pas Stanislas Cannes, c'est une fumisterie. Et en plus, il y a même des anciens de Stanislas Cannes qui sont très actifs et qui ont retrouvé la photo du petit jeune, vous voyez, qui est une étoile bleue, qui est déjà au premier rang d'ailleurs. Et effectivement, il va être sauvé de la mort. Donc si Garros est Garros, c'est grâce à son passage à Cannes. Et ensuite, il va aller au lycée de Nice, qui aujourd'hui s'appelle le lycée Masséna. Il va ensuite aller à Janson de Sailly, il va faire HEC, et je vais donc passer directement, en fait, aux très grandes réalisations de Roland Garros. Donc celle-ci, qui est très peu connue. Bon, vous savez tous qu'il a piloté sur Demoiselle et autres. Alors j'ai une conférence beaucoup plus longue sur le sujet, mais je n'aurai pas le droit. Et donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il va faire partie d'une opération non moins incroyable, qui est le Moisan International Aviators, alors qu'à l'époque, il avait que moins de 20 heures de vol. Donc, il part aux États-Unis. C'était un véritable cirque ambulant. Il se promenait de ville en ville en train, et comme des cirques. Et donc, arrivé dans les villes, il sortait la tente, et puis les avions, et il faisait des exhibitions. Et ils se sont promis dans tous les États-Unis. Ils ont d'ailleurs commencé avec la présence du président des États-Unis, hein, je crois. Ils ont été jusqu'au Mexique et même à Cuba, imaginez, en 1910-1911. Il y a peu de gens qui ont capté ça, quand j'étais jeune. Et il va y avoir à l'étape d'El Paso, donc en février 1911, un événement qui était passé complètement inaperçu. Alors on n'en connaît pas exactement l'origine. Hein. Est-ce que c'est le cirque, en l'occurrence John Moisan, qui a proposé à l'armée américaine d'aller faire une reconnaissance sur le Mexique, ou est-ce que c'est Moisan qui l'a proposé à l'armée? Toujours est-il qu'il y avait à l'époque une insurrection au Mexique, donc au sud de la frontière avec le Texas, et 3 avions, 3 Blériot 11, avec Garros, Barrier et Simon, ont été observer ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Et donc, c'est tout simplement la première réalisation militaire connue de l'aviation, 6 mois avant la fameuse opération des Italiens en Libye. La deuxième grande étape pour Garros, qui commence à s'aguerrir, alors inutile de dire qu'à l'occasion de ces nombreux vols aux États-Unis, il a acquis une formidable expérience du vol. Il va voler dans les nuages, il va commencer à prendre un service de boussole, donc ça va lui servir pour la suite. Et donc il retourne cette fois-ci en Amérique du Sud un peu plus tard, en 1912, et là, ça va être au Brésil et en Argentine, et à l'occasion de son passage au Brésil, il va donner un baptême de l'air à une trentaine d'officiers brésiliens. Et l'un de ces officiers, c'est Ricardo Kirk, qui est tout simplement le fondateur de la Força Aérea Brasileira. Donc vous voyez, une petite première pour lui. Vous avez une photo de Ricardo Kirk en bas à droite. Il a volé d'ailleurs des concerts avec un autre pionnier qui s'appelle Chavez, c'est pas le même. Et d'ailleurs, il va se faire un argent fou, hein, à l'occasion de tout petit vol qu'il faisait. Il touchait quelquefois jusqu'à 10 000 francs de l'époque, sachant qu'une demoiselle à l'époque coûtait 7 500 francs. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, on a passé le message aux amis de Dassault à l'époque, hein, lorsqu'ils essayaient de vendre le Rafale au Brésil, de leur rappeler un peu les liens entre France et Brésil. Alors là, maintenant, on arrive vraiment à du très très lourd. Et là encore, quelque chose qui a été complètement ignoré par les historiens, c'est que M. Roland Garros est tout simplement le premier homme au monde qui relie 2 continents. Il serait américain, il y aurait tous les ans une commémoration sur le sujet, en grande pompe. Et en fait, ça va être une magnifique opération parce qu'il était parti en Tunisie pour battre un record du monde d'altitude, à cause de la météo.
Et là, il s'est dit, bah, finalement, donc il le bat, comme vous verrez, et il se dit, bon, bah, finalement, je reviens, plutôt que de revenir en bateau, j'ai un avion, je reviens en vol. Et donc, il va faire la plus grande traversée maritime de l'époque, hein, entre Tunis et Marsala en Sicile. Et vous avez la carte, et après, par contre, ça va être plus modeste. Hein, il va suivre la côte en Sicile, il va aller jusqu'à Rome, où là, malheureusement, en plus, il se pose en plein Rome, là. C'est pas un aéroport quelconque, c'est le centre de Rome, à la place d'Armes. Bon, il y a quand même un peu d'herbe. Et là, il va être trahi par un fossé, quelque chose comme ça, malheureusement. Bien. Et c'est bien sûr ce qui va lui donner l'idée de la suite, qui elle est très connue, donc cette fois-ci de faire la grande traversée, donc en l'occurrence de Fréjus, alors il disait donc Bizerte, mais il n'a pas pu s'y poser directement. Alors en fait, cette traversée, là aussi, elle est très très mal appréciée. Alors d'abord, je pète les plombs chaque fois que j'entends parler des grandes étapes de l'histoire aéronautique, donc la traversée de la Manche et la traversée de l'Atlantique, et tout le monde oublie celle qui est entre les deux. Parfaitement entre les deux, hein, 8 heures de vol. Et puis surtout, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que cette traversée a été complètement incroyable. Donc là, je rentre un peu dans les détails. Bon, Blériot, c'était facile, en un certain sens. S'il avait fait beau, il voyait déjà la côte, hein, au départ. Bon, en plus, il s'est un peu paumé. Hein. Il est arrivé au nord, il a dû redescendre un peu. Lindbergh, donc 33 heures de vol. Et effectivement, ça s'est aussi bien passé sur le plan technique, c'est grâce au moteur, puis bien sûr son expérience, hein, c'est un exploit physique. Hein. Je dirais c'est l'exploit physique et le moteur. Mais alors la traversée de Garros, c'est tout à fait autre chose. Alors ce document est tout à fait extraordinaire parce qu'à mon avis, c'est sa carte. C'est une carte de pilote, ça. Hein. Ce qu'on voit bien, c'est dans le sens. Donc vous avez en fait Fréjus. Ah oui, alors c'est Fréjus et pas Saint-Raphaël. Autre grosse erreur qu'on a. Ça rappelle le maréchal. Et donc, vous voyez que c'est dans le sens du vol vers Bizerte. On voit d'ailleurs le virage qui est d'ailleurs vers Bizerte. Et on voit les graduations avec marqué les kilomètres, un peu des heures et des heures. Et donc, 1 heure après le décollage, le moteur casse en plein vol. Mais il continue à tourner. Donc, du fait de cette casse, il va en fait se rapprocher tout de suite de la Corse, donc ce n'est pas la trajectoire qu'il a suivie. En réalité, il va tout de suite se rapprocher de la Corse. Donc il va longer la côte corse, passer la Sardaigne, et le moteur continue toujours à tourner. Donc c'est un rototo, un moteur rotatif, hein, qui justement est un moteur très robuste. Bon, il saura après ce qui s'est passé. Là, je crois que c'est un ressort de culbuteur qui a cassé, tout simplement. Quand il est parti, d'ailleurs, il avait un nombre de litres d'huile absolument extraordinaire, c'était physique. Hein. Il n'a pas arrêté de se prendre des projections d'huile pendant toute la traversée, pendant 8 heures. Hein. Donc là, c'est du physique. Et puis, à peu près à 1 heure de l'arrivée, deuxième casse moteur en plein vol. Extraordinaire quand même. Et donc là, il c'est fini. En plus, il a consommé plus d'essence que prévu. Il partait de 200 litres, et donc il pense qu'il va même, de toute façon il n'arrivera plus à l'Isère. Et c'était en plus une traversée privée et secrète, avec 2 avions qu'il avait préparés pour le voyage. Mais comme c'était un people, comme on dirait aujourd'hui, Garros, tout le monde le connaissait. Et quand lui, le monde, c'est le monde, c'est un grand thème. Et il était copain avec tout le monde, et notamment le ministre de la Marine, qui était en congé à Saint-Raphaël. Et donc lui, le ministre, qui était quand même un cocon, il a dit à la flotte française qui était en Tunisie, ça peut être bizarre d'ailleurs, vous remontez vers le nord au cas où. Et donc mon Roland Garros, au moment où il a sa deuxième casse moteur, tout d'un coup, il voit la flotte. Donc il dit, bon, ok, c'est fini, j'y arriverai pas. Il coupe le moteur et il descend. Et emporté par son élan, tout d'un coup, il voit la côte. Il remet le moteur en marche. C'est incroyable. Et donc, alors il se pose finalement pas à Bizerte. Et c'est évidemment un très grand exploit, avec notamment, vous avez le chiffre, 400 km sur l'eau. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que peu de gens racontent. Alors là, maintenant, j'arrive à un exploit fantastique sur le plan sportif, et je suis pas loin de penser, en tout cas, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas un des plus grands exploits du sport, avec un S majuscule. Donc, le premier rallye aérien de Monaco.
Alors on a mis beaucoup de temps, on a mis des années à comprendre. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup aidé par Gérard Collot, qui a beaucoup déconné la chose. Même le petit-neveu n'avait pas tout compris, c'était complexe. Et en fait, finalement, c'est tout simple. Imaginez que le rallye aérien de Monaco, c'était bien le but, c'était en fait l'équivalent aérien, tout simplement du Monte-Carlo. Bah, comme vous savez tous, le Monte-Carlo, les gens partent un peu de toute l'Europe, et puis il y a des points de concentration, et puis ils terminent à Monaco. Donc là, c'était la même chose. Il y avait des départs d'un certain nombre de villes, comme vous voyez, l'Angleterre, l'Espagne, il y avait bien sûr les pays de l'Est aussi, et tout le monde devait se retrouver pour les gens de l'Est à Gênes, en avion, et les gens de l'Ouest à Marseille. Et ensuite, bien sûr, il terminait en hydravion. Alors au passage, Garros n'avait jamais fait d'hydravion, il a appris tout seul. Bon, c'est un peu comme ça que ça se passait à l'époque. Et bien sûr, tous les trajets étaient calculés de telle sorte que la distance soit la même. Total. Eh bien, Garros, il s'est préparé 4 avions de 3 types. Donc, un Morane Saumur, un spécial, et puis bien sûr un hydro, avec lequel il a commencé donc un Bruxelles-Monaco. Et puis, manque de chance, il a eu un problème mécanique, il a été très long, et donc je crois que c'est Valjean d'Imoulinet qui a été plus rapide que lui sur cette branche. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, il repart en sens inverse. Vous voyez, Monaco-but. Et là, ça va se passer très vite, il va même battre des records. Mais comme in fine, ça se passe à Monaco, il revient. Donc vous imaginez Sébastien Loeb qui fait 3 fois le circuit. Et regardez du jour, hein. Donc vous imaginez la capacité physique de celui qui a fait mourir finalement pour pneumonie et qui a fait beaucoup de sport comme vous le verrez. Et en plus, il avait un 5e avion que vous avez en photo pour ceux qui connaissent Monaco, ils ont reconnu, c'est un MSK, il a participé également à la Coupe Schneider. Là, il n'a pas gagné. Il est plus rapide que lui. Alors, entre autres, vous voyez, il va avoir 5 prix. Alors, bien sûr, le premier prix, évidemment, mais plein d'autres prix supplémentaires. Et regardez la somme, 50 000 francs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui avait été complètement occulté. Alors, je me suis amusé à faire un petit compte. C'est hallucinant. Regardez le nombre d'avions dont il a été propriétaire. Il payait de ses deniers. C'est fou. Et j'en ai peut-être oublié, peut-être d'autres. Donc ça, c'est beaucoup le travail de Jean-Pierre Lefebvre-Garros. Donc 6 demoiselles à 7 500 francs l'unité, dont une qu'il avait achetée à un certain Santos Dumont. Alors ce qui est marrant, c'est que quand il avait fini d'utiliser les avions, il les donnait. Alors par exemple, 13 Blériot 11, il y en a un qu'il a donné à Védrine, avec comme une seule condition, c'est que Védrine arrête de le tutoyer. Un Nieuport 4, enfin un Nieuport, probablement un 4, donc vous avez la photo. Et là, c'est extraordinaire. Ce Nieuport, il se le commande quand il est en Argentine, il lui est livré en Argentine, et finalement, ça ne l'intéresse pas, il le donne sur place et il rentre en Europe. C'est fou. Et puis, c'est quand même acheté un Morane-Saunillac pour battre le fameux record d'attitude. Et comme le record avait été battu, je crois, par Le Gagneux, il achète le Morane-Saunillac de Le Gagneux pour battre le record en Tunisie. Et puis après, bon, le pauvre paysan, il devient tout simplement pilote d'essai chez Morane-Saunier, avec comme pactole 500 francs par Morane-Saunier vendu. Bon, à l'époque, Morane-Saunier vendait des dizaines de Morane. Donc il était absolument riche comme Crédus. Alors, et on arrive maintenant à un nouvel élément extrêmement important, et là aussi très très mal apprécié. Roland Garros est l'inventeur de l'avion de chasse. M'en déplaise un certain nombre d'incompétents qui racontent leurs conneries dans la presse. Ça, c'est inadmissible. Alors, il y pensait depuis longtemps, parce que déjà en 1913, il s'amusait avec son grand copain Audemars, suisse, la même famille que les montres, donc Apport Aviation, premier aérodrome, premier meeting aérien au monde, à faire des convois aériens simulés. Et donc, au moment de la Première Guerre mondiale, en tant que garçon des îles, il est dispensé du service militaire, et en fait, il va demander à faire le service, et bien sûr, il va être versé dans l'aviation. Et en tant que pilote Morane-Saunier, il va évidemment être affecté à une escadrille Morane-Saunier, la MS-26. Et puis, comme vous le savez, c'est le début, les armées se demandent qu'est-ce qu'on va bien pour les armées, sous-entendu de terre, se disent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces avions. Quand même assez rapidement, les gens expliquent on peut déjà aller voir ce qui se passe de l'autre côté, on peut faire du réglage d'artillerie. Et puis les autres font la même chose. Et puis bien sûr,
commence à vouloir empêcher l'autre de faire ça. Donc Garros, comme un certain nombre, a commencé à... C'était des biplaces à l'époque, hein. Donc a emporté avec lui quelqu'un qui avait un pistolet ou un fusil, voire même tout seul d'ailleurs, et puis ça ne marchait pas. Donc ça l'énervait. En même temps, en parallèle, dans un certain nombre de pays, donc là je vais faire un peu de technique, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont dites, proférées. Beaucoup de personnes, d'ingénieurs, ont travaillé sur le problème de la synchronisation, parce qu'à l'époque, les avions, ils ont une hélice devant eux, donc c'est un peu gênant. Normalement, quand on a un avion de chasse et qu'on a une arme, on se la met devant soi et puis on essaye de tirer. C'est plus facile quand même que d'avoir un gars qui, comme un grand vadrouille, tire en essayant d'avoir un avion en vol. Bonjour la coordination entre le pilote et le tireur, des deux côtés. Et donc, dans ceux qui ont travaillé sur la synchronisation, il y a un Suisse, Schneider, qui va terminer chez Fokker d'ailleurs. Il y a S.O. Peltery, bien sûr, un inventeur fou, ouais. Et puis Saulnier. Alors je rappelle que Saulnier, l'histoire est intéressante. Saulnier, c'est lui qui a fait le Blériot, hein. Et donc il a demandé une augmentation à son patron, hein, après une certaine traversée. Lequel patron lui a dit non, et donc il s'est cassé. Il s'associe avec Morane, et il a fait donc des avions bien supérieurs au Blériot 11. C'est pour ça d'ailleurs que Garros est passé au Morane Saulnier. Il a bien vu que le Blériot 11, avec tout ce qu'il avait eu, il y avait une légère impasse technique. Alors il y a eu très tôt des essais au sol qui ont été faits notamment par Bélanger, qui est du coin d'Évreux d'ailleurs, et ils se sont aperçus qu'en fait, en essayant bêtement de tirer avec une arme sur un Blériot 11 d'ailleurs, il n'y avait que 10% des balles qui tapaient dans les pales. Donc c'est pas beaucoup quand même. Donc très tôt, les gens se sont dit, tiens, on pourrait peut-être trouver un petit truc rapide, parce que la synchronisation, personne n'y arrivait. C'est le problème. Et donc c'est là que Garros a eu cette idée, je dirais à la russe, à la hussarde, de mettre tout simplement des déflecteurs de balles. Donc un gars vous raconte que Garros a inventé la synchro, vous dégagez. Et donc on le voit très bien sur cette photo. Vous voyez, ce sont en fait des pièces massives triangulaires qui, lorsque la balle, les 10%, tape sur la pale, eh bien, part sur le côté. Il y a une petite histoire intéressante, quand même, sur le plan technique, là, pour les mécanos. C'est que, alors de mémoire, ça a été essayé avec des balles de calibre 7, et là, boum, ça a tout cassé. Il y a même un cas, d'ailleurs, où c'est même tout le moteur qui est tombé par terre au sol. Heureusement, c'était au sol. Et en augmentant le calibre à 8, ça a marché. Donc ça montre bien que c'était un problème de résonance. Donc voilà. Et donc, voici une photo en gros plan du premier avion de chasse de l'histoire. Pas américain, c'est français. Morane Saulnier et H. On ne sait toujours pas ce que veut dire H. Apparemment, c'est pas Auschwitz qui dit la mitrailleuse. Et donc, eh bien, ce qui devait arriver arrive. Alors, on peut se dire effectivement, donc 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, sans coup férir, Garros devient donc le premier. Alors, déjà, il devient l'inventeur d'avions de chasse, il devient le premier pilote d'un avion de chasse, c'est lui-même qui le convoie sur le front près de Dunkerque, à Saint-Paul. Et puis, évidemment, très rapidement, il abat un avion, un Albatros. Alors, on pourrait se dire, oui, ok, c'est facile, hein, le malheureux Allemand, les deux malheureux Allemands, ils ont vu arriver un avion à un type seul, ils n'étaient pas en train de gesticuler avec un pistolet à la main, donc ils ne sont pas méfiés, boum, au sol. Oui, enfin, sauf qu'il y en a aligné deux autres, hein, le 15 avril et le 18 avril, donc 3 premières victoires du premier pilote de chasse de l'histoire sur le premier avion de chasse, mais tout ça c'est franco-français. Et c'est là qu'il y a une manip extraordinaire. Notre comité de programme Garros, on avait notamment eu comme projet de faire bosser tous les universitaires et assimilés dans toutes les villes où était passé Garros. Et ceux qui ont vraiment magnifiquement bossé, ce sont justement nos amis belges à Ulst, près de Courtrai, qui est le lieu de la 3e victoire, du 18 avril, où là, Garros a eu un problème. Ils ont tout reconstitué, retrouvé les endroits. Donc en fait, il a bombardé une voie ferrée. Donc tout ça, ils ont emmené là, ils ont reconstitué tout ça, avec des personnages en costume de l'époque. Et à la ressource, le moteur a coupé. Alors est-ce que c'est un problème du moteur ou une balle au sol, on ne sait pas. Et donc il s'est retrouvé, boum, lisse en croix, si on peut dire, et il s'est lâché dans un champ. Tout ça, ils l'ont reconstitué. C'est dans la grande conférence. Et vous avez ici les débris de l'avion calciné. Donc, ils sont retrouvés, les amis de U sont retrouvés
trouver le château en question, l'endroit où Garros a été emprisonné, l'endroit était envoyé en Allemagne. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, j'en reparlerai un peu plus tard sur ce qui s'est passé pour lui. En fait, sur les 4 années de la guerre, il a passé 3 années en prison, en forteresse. Et puis donc, comme vous savez, ça s'est conclu par son décès, assez dramatique, à 3 semaines de l'armistice seulement, pratiquement. Donc à bord d'un SPAD. Alors ce qu'il faut souligner, justement, comme je disais, on pourrait dire que, oui, tout ça c'est le résultat de nos travaux, que finalement ces 3 premières victoires, elles ne valaient pas grand-chose parce qu'il avait un peu pris par surprise tout le monde. Sauf que donc il passe 3 mois en forteresse en Allemagne, en forteresse de plus en plus dure, parce que comme vous verrez, il va faire de multiples tentatives d'évasion, donc une tentative d'évasion par voie aérienne avec des dragons. Et en plus, donc, il n'était pas très bien nourri, donc sa vue avait un peu baissé. Et bien, malgré ça, il va refaire tout le cursus, parce que, comme vous le savez, dans les 4 années de guerre, il y a eu 3 générations de chasseurs successifs, donc il en a perdu 3, enfin 2. Donc il est repassé en école, il est passé sur SPAD, donc le meilleur avion de chasse de la Première Guerre mondiale, meilleur que le Fokker, et il obtient une nouvelle victoire. Donc il va avoir une 4e victoire, et cette fois-ci, on ne peut pas contester. C'est vraiment, là, il n'y a pas de surprise. Le combat aérien, il y a eu des centaines de victoires aériennes entre-temps. Et puis là, malheureusement, le 5 octobre, donc, alors, c'est là qu'il faut être très précis. Parce que là, il y a énormément de conneries qui sont racontées. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on commence à voir maintenant écrit qu'il a été abattu en combat aérien. C'est une fumisterie. Mensonge, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, jamais personne n'a revendiqué de l'avoir abattu. Alors, il revenait d'un combat aérien. Alors justement, j'ai commencé à regarder un peu sur la carte où ça se passe, pour essayer un peu de localiser. C'est d'ailleurs le travail que les gens ont fait à Lucie. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse en France. Il faut vraiment bien comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que l'avion s'est désintégré en plein vol. Et en fait, la clé, c'est probablement le petit-neveu qu'il a eu. Parce qu'un jour, dans une réunion, il a dit, ouais, avec ses problèmes de vue, il a demandé à son mécano de faire encore une manip un peu honteuse, de monter une mitrailleuse, une de calibre supérieur à l'autre. Bah, c'est facile. Jonction avec le musée de l'air. Vous allez au musée de l'air, ça fait une éternité qu'on leur dit pourquoi vous, aux États-Unis, les restes de l'avion, tous les restes de l'avant de l'avion dramatique sont au musée de l'air. Ou aux États-Unis, ce serait à l'entrée, dans le Hall of Fame. Et donc j'ai essayé de mesurer le calibre. Alors, il y avait une barrière, j'ai tout simplement mis le petit doigt, ça rentrait dans une mitrailleuse, pas dans l'autre. Donc effectivement, il y avait bien 2 calibres différents, et ça c'est maintenant un travail qu'il faudrait mener entre les universitaires, y compris scientifiques, faire des modèles mathématiques, et essayer de comprendre si justement c'est pas le fonctionnement simultané de ces 2 calibres différents qui n'a pas entraîné des vibrations qui ont abouti, plus un avion probablement fatigué par les manœuvres et tout, à cette désintégration. Au moment où il retournait à son terrain, vous voyez, plus très loin, moins de 50 km. Voilà. Bon. Nouvelle mise au point. Alors maintenant, il y a des aspects aéronautiques, para-aéronautiques et non aéronautiques de Roland Garros. C'est comme vous l'avez vu, le titre du colloque, c'était, alors le titre initial, c'était Garros, le plus grand pilote, point d'interrogation. J'ai un peu changé subtilement. Garros, le pilote le plus grand, parce qu'en fait, justement, s'il est gigantesque, c'est parce qu'il n'a pas été que pilote, il a été plein d'autres choses. Alors d'abord, il est industriel, donc effectivement, il a commencé à sa sortie d'HEC en vendant des voitures. Et puis donc, avec le 1er mars, il va également tenter de commercialiser des demoiselles avec le fameux Rototo. Mais ça n'a pas été très long. Il a été militant et organisateur. Alors militant, on parlait donc du minière chez lui, le début de l'aviation populaire, mais finalement l'aviation populaire, elle est née avant 1936. Elle est née avec Garros en 1913, qui est d'ailleurs associé à Blaise Sandra, tout simplement, a écrit un guide de l'aviateur dans lequel il promeut l'avion pour tout le monde. 1913. Encore une énorme avance. Les évasions dont je vous ai parlé, creusement de tunnels et autres, alors ça aussi c'est rocambolesque. Non, alors avant, j'ai quand même 1914, donc la création du groupe. Donc en fait, c'est un syndicat des pilotes pour se défendre vis-à-vis des organisateurs. Donc, vous voyez, il touche à tout.
Bon, alors les évasions, et bon, ceux qui connaissent, c'est que finalement ça s'est terminé, il s'est déguisé en officier allemand, il est sorti par la porte. Ça mérite un film. Et il crée l'association des évadés de guerre, encore quelque chose qu'il crée. Et puis la découverte donc de 2016, c'est un incroyable écrivain. C'est extraordinaire, ces mémoires qui n'avaient jamais vraiment été publiées, ont été publiées par un HEC, comme Garros, et bingo, 2 prix la même année, le livre érotique de l'année, le prix des Julie Racine et le prix de l'Aéroclub de France. Sportif, alors effectivement, oui, il a fait du sport. Donc, capitaine de l'équipe de foot à Nice, où il gagne le tournoi. Il fait du vélo à Nice aussi, Ballon des Fleurs. Il continue lorsqu'il a Janson, toujours sur Vélodrome, en sportif. En fait, ça lui permettait justement de se remettre d'équerre après ce problème de santé. Alors là, il y a un peu plus de doute, c'est sur le rugby athlétisme. On n'arrive pas avec les fédérations, ils ne répondent pas. Il a quand même un peu tapé à la baballe en tennis. Donc, les records du monde d'attitude, que vous avez ici. Alors là, il y a un nouveau mystère. On constate que sur son record à Wolgat, vous allez voir la photo qu'on a un peu plus tard, mais effectivement, il y a l'invention du Nozart. Tout le monde croit que le Nozart est une invention américaine, vous allez me dire, pas du tout, c'est une invention à la Pape Garros. On a trouvé 3 photos comme ça. On ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors vous avez reconnu un Monet en train de peindre sur son bateau. Pourquoi il l'a fait? Et là, la photo de son décollage à Ksar Saïd, donc Tunis, pour son 3e record d'attitude. Ça y est, ils ont enfin mis une plaque commémorative à Tunis. On aura demandé. Et jouer du piano. Prix de piano lorsqu'il était à Cannes, prix de conservatoire à Nice. Et pour ceux qui s'intéressent à la danse, eh bien, en 1918, peu de temps avant de mourir, il a joué du piano, du Chopin au piano, place de la Concorde, pour Isadora Duncan, l'inventeuse de la danse moderne. Oui, il est incroyable. Donc, voici un petit résumé des points qui restent à éclaircir. Alors, vous avez là la photo, effectivement, qui nous a beaucoup troublé pour le record de Lula. On distingue quand même la fameuse peinture dont on parlait. Autre chose, lorsqu'il était au Brésil, il a fait des photos stéréoscopiques. Alors là aussi, il y a plein d'erreurs. On dit qu'il a surveillé la forêt amazonienne, c'est impossible. Mais bon, il était dans le coin. On voudrait retrouver les plaques avec le système Verascope, qui est connu des photographes. Donc vous voyez les petits points qui restent à éclaircir en conclusion. Qu'est-ce qu'il a fait exactement en athlétisme, en rugby? Alors tout ça c'est parce qu'en fait il était copain de promo avec le futur président du Stade français, Le Sieur. Voilà, ici d'ailleurs ce qui explique le nom du stade Roland Garros, parce que Le Sieur était devenu après président du Stade français, il fallait construire un nouveau stade pour la Coupe, etc. Alors le Mexique, comme je vous l'ai dit, qui est à l'origine de cette fameuse reconnaissance aérienne, la voix, tout d'un coup on s'est dit, mais bon sang, on n'a pas la voix de Garros. Et on cherche, hein, y compris d'ailleurs avec Anne-Catherine Robert Augustin, on a essayé de lancer un peu une alerte, et pour l'instant, alors je vous le dis, je suis partout, si jamais un jour vous tombez sur la voix, on a même cherché en Allemagne, hein, comme il était prisonnier. Alors vous y êtes, il faut qu'il travaille sur ce qui s'est passé, et de la même manière que nos amis belges, il faut qu'ils fassent le même travail. Les îles de passage, j'en ai parlé, et puis donc l'analyse sur les mitrailleuses. Voilà, merci.